Nous poursuivons nos travaux de la mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Donc je le rappelle à titre liminaire que si nous sommes peu nombreux dans la salle, c'est parce qu'en réalité, tout cela est diffusé en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que nos collègues qui ne sont pas présents peuvent nous suivre à distance. Voilà. Donc nous recevons ce matin avec le plus grand plaisir Madame Amélie Soubrier, photographe et présidente de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image, et Madame Stéphanie de Roquefeuille, directrice des affaires publiques et juridiques de l'Union des photographes professionnels. Nous remercions, Mesdames, d'avoir accepté notre invitation et de vous être rendu disponible ce matin. Après la musique, le cinéma ou le livre que nous avons eu l'occasion d'aborder au cours de nos travaux, nous sommes heureux de pouvoir discuter avec vous des effets de l'IA sur la filière photographique et peut-être plus largement sur l'image. À première vue, il serait tentant de dire que par sa nature même, en tant qu'instrument de captation du réel, la photographie pourrait être plus épargnée que d'autres domaines par l'émergence de l'IA générative. La génération de photographie n'est-elle pas un oxymore ? Nous avons néanmoins vu fleurir déjà depuis quelques années une importante production d'images synthétiques, dont certaines sont relativement indiscernables de photographies authentiques. Cette possibilité de génération d'images interroge la valeur documentaire de la photographie, longtemps restée incontestée ou presque. Cette évolution signifie-t-elle que demain une photographie aura autant de chances d'être vraie que fausse ? Quelles seraient les conséquences d'une telle évolution pour la filière que vous représentez ? Notre réflexion sur ces questions, pour être utile, doit s'intéresser aux professionnels, qui sont les premiers concernés. Il faudra, à cet égard, très certainement distinguer entre les différents métiers de la photographie et de l'image. Nous imaginons sans mal que les opportunités et les risques que pose l'IA ne sont pas les mêmes selon que nous parlions d'artistes photographes, de photojournalistes ou d'autres prestataires de l'image. Et il ne sera utile de savoir en quoi leurs tâches respectives seront ou ne seront pas bouleversées par l'émergence de l'IA générative. Certains de ces professionnels, d'ailleurs, se sentent-ils menacés ? Et dans cette hypothèse, des mesures de formation ou d'adaptation sont-elles nécessaires ou sont-elles déjà entreprises ? Beaucoup de questions. Inversement, vous identifiez peut-être des avantages à l'utilisation de l'IA. Certaines tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée pourraient-elles être automatisées et conduire à libérer du temps de création et améliorer la qualité du travail final ? Enfin, je vous disais que nous avons eu l'opportunité d'interroger de nombreux représentants des secteurs de la musique, du cinéma ou encore du livre. Tous ont exprimé leur inquiétude la plus vive face à l'entraînement des IA sur des contenus existants. On parle de pillage, tout à l'heure on parlait de librairie clandestine, enfin bon. Le plus souvent, sans considération aucune pour le droit d'auteur. Cette utilisation de production protégée s'observe-t-elle en matière de photographie ? Quels outils sont aujourd'hui à la disposition des professionnels pour lutter contre ce pillage ? Pour aborder ces différents sujets, je vais vous céder la parole pour une dizaine de minutes. Essayez de respecter les 10 minutes, si vous voulez, parce qu'ensuite, Madame la rapporteure a de très nombreuses questions à vous poser. Vous avez la parole. Pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton. Voilà. Je vous remercie de nous donner la parole. Donc, je suis en effet présidente de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir venir porter la voix des artisans photographes, qui sont les professionnels que nous représentons principalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je représente des professionnels de terrain, donc vraiment des gens qui sont au cœur et qui ont un impact vraiment fort aujourd'hui sur ce que produit l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la fédération, on a des rôles qui sont très différents. Il y a bien évidemment un rôle de défense du métier, mais on a un rôle d'accompagnement du professionnel, justement, dans toutes les évolutions technologiques qu'on peut voir. Et c'est quelque chose qui est très présent au sein de la fédération. La position qu'on a, nous, face à l'intelligence artificielle générative, notamment aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de rejet. De toute façon, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Dans des logiciels comme Photoshop, c'était déjà présent il y a très, très longtemps. C'est simplement que là, on a passé une vitesse, ces derniers mois, parce que vraiment, on est arrivé ces derniers mois à passer à une vitesse incroyable. Il faut savoir que la photo, elle a toujours évolué. On a eu l'arrivée du numérique après l'argentique. On a les smartphones qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps et qui ont aussi révolutionné le monde de la photographie. Donc, en fait, on est une profession, en tout cas pour les artisans photographes, on est une profession qui, aujourd'hui, a l'habitude de s'adapter aux nouvelles technologies. Le problème avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on arrive à un point de rupture. On n'est plus sur une technologie qui nous permet de faire la photo différemment. On est sur une technologie qui produit l'image à partir, notamment, d'autres photographies. Et c'est là que ça pose un problème qui est majeur.
Donc, parce que la photographie telle que nous, on la vit au quotidien chez les artisans photographes, c'est une captation du réel. C'est-à-dire que les artisans, on travaille principalement en ce qui est photographie sociale. Donc, photographie sociale, c'est tout ce qui va toucher la vie du particulier, que ce soit de la grossesse, de la naissance, les mariages, les baptêmes, voilà. Et en fait, il y a la technologie et il y a aussi toute la partie technique. Parce que la partie technique, c'est le contrôle de la lumière, c'est la façon dont on va guider notre modèle. Et tout ça, en fait, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que vous savez que la photographie technicienne est un métier d'art qui est reconnu par décret depuis 2015. Donc, c'est la valeur du travail de la technique photographique est pour nous quelque chose qui est extrêmement important. À l'inverse, l'IA générative, malheureusement, s'appuie sur la base d'images qui ont été produites par les photographes professionnels pour nourrir une machine et produire des images qui, vous l'avez dit très bien, aujourd'hui sont extrêmement perfectible. Enfin, on n'arrive plus. Il y a encore 1 an et demi, quand vous génériez un humain, il avait 6 doigts, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a un nombre d'applicatifs qui sont impressionnants et ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Donc, en fait, vraiment, nous pensons en tout cas à la Fédération que de faire un vrai distinguo entre ce qu'est la photographie, avec la technique photographique et l'image de synthèse, celle qui est créée par les machines, est vraiment quelque chose d'important. Dans les principes qu'on défend, c'est vraiment la valeur du travail humain, parce que les compétences, le savoir-faire de la photographie doit être aujourd'hui identifié comme tel. Et c'est d'ailleurs, nous, on travaille à la mise en place d'un label, vraiment de photographe professionnel, parce que on a besoin d'avoir un cadre déontologique sur ce que doit être le photographe professionnel d'aujourd'hui et comment il utilise l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important, parce qu'on voit la profession est tellement en train d'évoluer qu'on voit, vous avez le photographe qui va se rester à sa technique photographique telle que le métier d'art va le définir, avec un développement numérique, etc. Et puis vous avez les professionnels qui aujourd'hui, eux, vont travailler avec l'intelligence artificielle générative, ce qui va produire des images qui sont complètement différentes. Ce qui nous importe, c'est le principe de transparence. Ça, c'est extrêmement important. Alors, la transparence dans plusieurs domaines. La transparence sur qu'est-ce qu'une photographie, qu'est-ce qu'une image générée. Et surtout, le champ lexical. Aujourd'hui, on ne peut pas admettre que le mot photographie soit utilisé pour une image qui soit générée par une intelligence artificielle générative. Le problème, c'est que si vous allez sur des réseaux sociaux comme Instagram, ces intelligences artificielles, quand elles font la promotion, ou les gens en fait, ils vendent ça comme de la photographie. Générez vos portraits, vos photographies corporate, sauf qu'en fait, ce ne sont pas des photographies, ce sont des images générées. Il y a tout ce qui concerne, bien évidemment, l'éducation du consommateur. Alors, ça va à plusieurs niveaux sur tout ce qui est photojournalisme, etc. Mais je pense que Stéphanie en parlera beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est de la désinformation. On ne sait plus ce qui est une vraie image ou ce qui est généré. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui est crucial pour toute la partie information. Et nous, dans la dernière partie qui nous concerne, c'est tout ce qui est l'adaptation. En fait, on a débuté il y a déjà 1 an et demi, quand vraiment l'intelligence artificielle et les outils que les professionnels peuvent utiliser sont nés, enfin des outils qui nous permettent d'avoir une qualité, c'est de former les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet un gain de temps incroyable pour un métier comme là en photographie sociale. Très clairement, moi je pense que je travaille, j'ai un vrai studio de photographie et j'y passe la moitié de mon temps. J'ai gagné 50 à 60% de mon temps sur de la post-production. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui sont incroyables. Mais le problème, c'est que vous savez que le changement fait peur et que les professionnels français, en tout cas dans le milieu de la photographie, ont mis du temps à s'y intéresser. Il y a eu aussi au début un rejet, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de continuer le métier tel qu'ils le pratiquaient et justement de préserver un peu, parce qu'on a un problème pour tout ce qui concerne les consommateurs et les clients qui viennent chez nous, c'est l'image de soi. En fait, on est à une ère où les gens se voient modifiés. Ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux, c'est courant. Mais en fait, l'intelligence artificielle générative ou l'assistante, ce qu'on a nous dans nos studios, modifie énormément la perception du consommateur de lui-même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention parce que la nouvelle génération a une image d'elle-même qui est extrêmement déformée.
Donc dans les enjeux majeurs, je terminerai sur ces points-là. On est aujourd'hui, en termes de modèle économique, sur tout un pan de la photographie qui est en train de s'écrouler. Tout ce qui concerne le B2B, donc le business to business, parce que l'intelligence artificielle générative remplace complètement, par exemple, la photographie de packshot. Vous prenez un produit en photo, vous le donnez à l'intelligence artificielle, elle va améliorer la photo initiale et elle va vous mettre le produit là où vous avez envie, dans n'importe quel contexte. La photo de mode, c'est pareil, et en plus, ça pose ça pose pas un autre problème, mais ça facilite pour les entreprises une chose, c'est qu'en fait, il n'y a plus le principe de cession de droit. Avant, quand vous faisiez appel à un photographe, il vous prenait des photos, il y avait une facturation sur la base d'une cession de droit, c'est-à-dire que quand ils utilisaient l'image en publicité, il y avait des frais. Voilà. Aujourd'hui, si l'image est générée par une intelligence artificielle, ça n'existe plus. Donc voilà, et après, tout ce qui est désinformation et les droits d'auteur. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de savoir comment on fait pour toutes ces IA qui s'entraînent massivement sur les images qui sont existantes. Toutes les images qui sont déjà en ligne, qui sont extrêmement vulnérables. Nous, en photographie sociale, on est bien obligé de montrer notre travail. Donc, ça veut dire qu'on publie les photos de nos clients. Ça veut dire que les intelligences artificielles génératives se servent des photos de nos clients pour se nourrir. Ce qui fait que, paradoxalement, enfin, c'est pas un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, nos clients refusent les autorisations de publication parce qu'ils sont bien conscients du problème. Donc, comment un photographe social va faire demain, avec tout ce que ça va prendre, comment il va faire demain pour pouvoir faire la promotion de son travail si l'ensemble de nos clients refusent une publication sur... Donc aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place des systèmes. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont testées, mais ce n'est pas encore effectif. Des systèmes pour protéger les images et pour faire en sorte que les intelligences artificielles ne puissent plus s'en servir pour nourrir les bases de données. Donc voilà. Merci madame. Madame de Roquefeuille. Bonjour et merci de nous accueillir. Je suis donc la directrice des affaires publiques et juridiques de l'Union des photographes professionnels. L'Union des photographes professionnels, c'est une organisation professionnelle qui fédère des photographes, essentiellement des artistes-auteurs. Donc on est vraiment le complément de la FFPMI d'Amélie. Et nos sujets d'engagement, ils ont trait essentiellement aux conditions de vie et de travail des photographes, et plus particulièrement aux droits d'auteur, spécialement dans le contexte d'explosion des IA qu'on voit aujourd'hui. Je rejoins ce qu'a dit Amélie sur le positionnement de notre organisation vis-à-vis des IA. Les photographes sont nés de la technologie, ils ont grandi avec elle, et ils se servent des outils d'IA depuis qu'ils existent. Alors, chez elle, c'est Photoshop, chez nous, c'est beaucoup Lightroom et tous les logiciels libres qui y ressemblent. Mais c'est intégré dans nos process de travail et ce n'est pas un sujet pour nous. Le sujet pour nous, ce n'est pas l'outil. Le sujet, c'est la manière dont l'outil s'est constitué. L'outil s'est constitué sur la base, vous l'avez dit, et je me dois de le répéter, sur la base d'un pillage massif du patrimoine culturel mondial, en particulier de la photographie, parce que même la sculpture, même la peinture, pour qu'elle arrive sur Internet, il a fallu la photographier. Et sur la base d'une législation européenne que vous connaissez sans doute, qui est la directive Damoun, qui a été construite à un moment où personne, parmi les législateurs, n'imaginait une seconde que l'IAG pourrait servir à autre chose qu'à faire de la recherche, à créer des corrélations, des tendances générales. On se demande, après coup, à quel moment le lobbying des opérateurs IA a été si intense ou à quel point nos engagements étaient si différents qu'on n'a pas vu venir le truc. Quoi qu'il en soit, notre responsabilité est engagée et je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce texte à peu près qui nous régit aujourd'hui. Bien sûr, on a eu le règlement intelligence artificielle qui a essayé de mettre des petits pansements sur cette plaie béante, la transparence, l'information, l'opt-out qui avait été réaffirmé. Aujourd'hui, ce sont des pansements à travers lesquels la plaie sout. Les opérateurs refusent le débat, ne se sentent pas concernés par ces obligations et refusent globalement la concertation. Vous avez été mis au courant, j'imagine, des échecs relatifs des concertations qui avaient été menées en 2024. Aujourd'hui, la puissance du lobby à Bruxelles complique encore la prise de conscience du législateur. Et on a pu entendre il faut nous laisser tricher puisque les autres le font aussi. Si on ne le fait pas, ça va nous donner un train de retard.
je m'arrête une seconde sur la puissance et la violence de cette phrase qui nous oblige à céder pieds et poings liés à l'innovation. Les données culturelles, les données photographiques ne sont pas que des valeurs monétaires. Elles vont plus loin que ça. Elles représentent notre vision du monde, notre manière de penser. Elles sont le reflet de nos valeurs démocratiques. Et on ne peut pas laisser des entreprises privées les avaler et les régurgiter sans aucune transparence de la manière dont elles sont mêlées à d'autres et de la manière dont elles sont manipulées pour nous inciter à penser différemment. Je pense qu'au-delà du travail des photographes, et j'insiste lourdement là-dessus, il y a vraiment des enjeux démocratiques et des enjeux civilisationnels pour nous. Si on veut que l'Europe, si on veut que nos valeurs, que notre identité subsiste, on ne peut pas laisser les sociétés d'intelligence artificielle, quelles qu'elles soient, utiliser nos informations culturelles sans aucune transparence. La transparence, c'est aussi ça l'enjeu. Et qu'elles soient américaines, chinoises, françaises, d'où qu'elles viennent. Nos données européennes, particulièrement européennes, elles sont propres, elles sont éthiques, elles respectent le RGPD, elles ont été calibrées correctement, elles ont une valeur. Et ces données-là, elles ont une valeur pour les IA parce que les IA en ont besoin pour renouveler leur système d'apprentissage. On ne peut pas brader nos données culturelles sans défendre nos intérêts de la même manière que ces entreprises-là défendent les leurs. En fait, on a besoin de vous pour défendre nos intérêts, pour contrevenir aux intérêts puissants de ces entreprises-là. D'autant que, alors je vous répète quelques chiffres, mais vous les connaissez sûrement, la photographie représente 1,3 milliard ou 1,4 milliard de chiffre d'affaires. C'est les chiffres de l'Arcom que je vous cite, hein, donc vous les retrouverez dans ce rapport-là. À peu près 600 000 pour la photo sociale, la photo d'illustration aux alentours de 450 000, et après la photo d'art 200 et quelques, et la photo journalistique d'info 150. Ça représente quand même des masses assez importantes. Et les effets aujourd'hui de l'IA sur les photographes, c'est une baisse de revenus très substantielle, qui n'est pas que française, puisqu'on la voit aussi en Angleterre. On a eu ce rapport Brave New World qui est sorti pour le documenter. Une incitation, une pression à travailler plus vite et moins cher. Une requalification du métier en obligeant les gens à remanipuler leur image pour répondre aux attentes de leurs consommateurs. Et là, je rejoins ce que dit Amélie sur la vision qu'ont les gens d'eux-mêmes, ou de leurs produits, ou de leur manière d'être, ou de leur entreprise. Et aussi une menace assez importante sur l'intégrité de l'information et sur la capacité au dialogue né des bulles informationnelles que génère l'intelligence artificielle. Je conclus. Ce que l'UPP soutient aujourd'hui, c'est une réglementation qui soit claire, ferme et équilibrée, et la création d'un vrai marché qui respecte les droits des créateurs et qui organise un partage de la valeur. C'est du win-win-win, en fait. Pour les entreprises d'IA, c'est une sécurisation juridique de leur marché et de leur modèle économique. Pour les ayants droit, c'est une rémunération additionnelle. Et pour les États, c'est une assurance d'éthique, de transparence et de résilience face à la manipulation. Concrètement, après l'échec des négociations et de la concertation avec les opérateurs d'IA, sur la transparence notamment, on soutient évidemment la proposition de loi sénatoriale qui instaure une présomption d'utilisation qu'on voit, nous, comme un corollaire de cette obligation de transparence. Pas comme une obligation, pas comme un retournement du droit, mais comme une manière de faire appliquer procéduralement l'obligation de transparence qui est demandée par le RIA. On demande la réinterrogation du champ d'application de l'article 4 de la directive sur la base du test en 3 étapes, parce qu'on le sait aujourd'hui, personne n'envisageait au départ d'appliquer l'article 4 à ce marché juteux que représentent les IA génératives. On demande la sanction sévère, voire pénale, des infractions au Code de la propriété intellectuelle par les opérateurs d'IA, une obligation de transparence sur les objectifs de collecte des données, parce que ce n'est pas la même chose de collecter des données pour faire de la recherche médicale ou pour générer des packs, starter packs de Hugo qui va, je sais pas quoi, dans son entreprise de travail temporaire.
On demande un conditionnement des aides à la presse au recours à des humains et à des journalistes. Et enfin, on demande une amélioration de la transversalité et de la coordination des acteurs européens. Si on veut que l'Europe puisse se défendre contre les opérateurs d'IA, on a besoin de parler d'une seule voix. Et je pense que vous pouvez nous y aider en rassemblant les énergies françaises puis européennes au sein de textes qui en vaillent la peine. Je vous remercie. Merci, madame. Madame la rapporteure. Merci, mesdames. L'exemple de la photographie est souvent mobilisé justement pour repousser les craintes sur l'IA. Son invention avait fait craindre aux portraitistes et autres peintres qu'il allait être remplacé. Or, ça peut coexister. Je retiens ce que vous avez dit, Stéphanie, de Roquefeuille sur, mais c'est pas l'outil. L'outil, on l'utilise. Quand on est photographe, on utilise déjà l'IA depuis longtemps, mais c'est la façon dont l'outil s'est constitué. Donc, vous parlez de la transparence, notamment de l'utilisation des œuvres par les fournisseurs d'IA. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très convoqué et qui interroge la façon dont les réglementations européennes ont été constituées ces derniers temps et qu'il faut questionner. La transparence aussi, c'est celle de l'information donnée aux consommateurs, aux citoyens également. On a des plateformes de streaming musical comme Deezer qui permettent d'identifier 100% IA des contenus qui ont été générés pas avec l'IA mais par l'IA. Est-ce qu'il serait possible et souhaitable à votre sens de reprendre le même type de marquage pour des contenus qui se disent photographiques mais qui sont générés avec l'IA. Et puis, on a aussi des technologies qui permettent de distinguer ce qui serait des images synthétiques des photographies réelles. Est-ce que ça vous paraît assez mature? Je pense notamment aux technologies d'identification des crédits de contenu, Content Credential. Ça a émergé. Est-ce que c'est plus qu'un simple marquage d'une image? Est-ce qu'il est intéressant et incontournable d'intégrer les métadonnées qui donnent de l'information? Donc voilà, sur ce volet de transparence et de l'information donnée aux consommateurs, dans quelle mesure aujourd'hui il est possible de les donner et comment c'est indispensable pour redonner la valeur documentaire à la photographie? Merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, en fait. C'est une réalité. Il faut que les images puissent être identifiées clairement. Le problème, c'est plutôt la technologie qu'il va falloir utiliser pour que ça puisse être valable. Moi, j'en ai parlé avec, notamment hier avec Nikon pour savoir où ils en étaient. Il y a des choses qui ont été mises en place pour voir justement comment, à partir du boîtier, ils pouvaient être identifiés. Ils me disaient ils avaient travaillé avec l'AFP, notamment, pour tout ce qui était photographie d'information, pour avoir la preuve que l'image était bien réelle et pas une image générée par intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'on est au balbutiement. Après, sur Internet, vous avez aussi la possibilité de faire juste des copies d'écran, ce qui fait que les métadonnées qui sont associées à l'image, elles sont perdues directement. Donc, en fait, évidemment que c'est une des solutions qui sont identifiées, mais quelle est la technique? On a le problème, c'est que ces entreprises d'intelligence artificielle vont tellement vite qu'elles contournent en fait rapidement ce qui est mis en place pour pouvoir créer, pour pouvoir continuer à servir. Donc en fait, le principe du Nutri-Score dont vous parliez. Déjà, si les entreprises d'intelligence artificielle avaient un logo identifiable ou que chaque image qui était publiée avait quelque chose d'identifiable, pour le consommateur, ça serait, je pense, extrêmement intéressant, qu'ils puissent visuellement déjà, je pense vraiment aux réseaux sociaux notamment, identifier si l'image est une image photographique ou si c'est une image de synthèse qui a été créée par l'intelligence artificielle. L'UPP a rejoint assez rapidement l'initiative C2PA qui a été lancée par les gros acteurs de l'intelligence artificielle. Et qui avait, on ne va pas se le cacher, un double but. Le premier, d'informer le public, et le second, à mon avis, d'informer les systèmes d'intelligence artificielle de la présence d'images réelles qui leur permettent de se réentraîner, non pas sur des contenus synthétiques, mais sur des contenus valables. Ceci étant dit, l'initiative était intéressante et on la soutient parce qu'elle permet non pas le marquage des images réelles versus les images synthétiques, mais de donner
une idée de ce qui s'est passé sur une image depuis son origine. En photographie, c'est beaucoup moins simple qu'en musique, je pense, ou j'en sais rien, en peinture, de savoir ce qui est synthétique ou ce qui ne l'est pas, parce que tout est mêlé. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de photos qui soient intégralement réelles et plus du tout augmentées d'intelligence artificielle, qu'elles soient génératives ou pas. Nos outils, on l'a dit, l'intègrent, l'embarquent. Nos boîtiers font déjà des pré-réglages avec de l'intelligence artificielle. Le Nutri-Score, en fait, il faut savoir si c'est uniquement des variations de colorimétrie ou d'intensité de couleur, ou bien l'effacement d'un personnage à la tribune d'un meeting politique. Le souci qui se pose sur ces Nutri-Score que vous évoquez, c'est que la plupart de nos images, elles sont diffusées non pas par nous, avec le respect de nos métadonnées sur nos sites, etc., mais essentiellement par nos clients, puisque c'est leur raison d'être. Nous, on photographie pour nos clients, pour qu'ils puissent s'en servir pour leur com. Donc c'est la responsabilité de nos clients de diffuser nos images sur leur site, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs divers supports de communication. Et on a des difficultés, malgré le fait qu'on l'ait indiqué dans nos clauses de contrat clients-fournisseurs, on a des difficultés à assurer que les clients respectent ça. Et sans champ IPTC rempli, sans métadonnées conservées, on va avoir du mal à fournir aux Content Credentials ou à toute autre initiative qui pourrait survenir la composition synthétique versus réelle de nos images. Merci beaucoup. En 2023, lors du Sony World Photography Award, l'artiste allemand Boril Eltkalsen, primé dans la catégorie créativité, a refusé son prix, admettant que sa photographie Pseudo-Messia The Electrician était une image entièrement générée par l'IA. Son but était de provoquer un débat sur l'utilisation de l'IA. Je voulais savoir aussi si de nouveaux champs de création sont envisagés par les photographes, c'est-à-dire de la même manière que l'on peut avoir des craintes et déjà des constats sur la baisse de chiffre d'affaires, sur la manière de travailler. Est-ce que néanmoins l'apparition des outils d'IAG a permis à vos adhérents, disons, photographes, d'imaginer une transformation de leur capacité de créer? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples qui puissent montrer aussi que les photographes peuvent peut-être trouver des bons côtés aussi avec l'IA? Chez nous, on a coutume de dire que plutôt que de s'opposer à la vague, il vaut mieux la surfer. Donc on s'est assez rapidement emparé du sujet et on a poussé nos photographes à se former sur les systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir en tirer le meilleur. Clairement, les secteurs qui sont les plus propices à l'utilisation d'une IA, je parle d'IA générative, parce que l'IA classique, tout le monde l'utilise, c'est pas un sujet. Les facteurs les plus propices à l'IA générative, c'est évidemment la photo artistique, celle qui a vocation à être exposée en galerie, et où là, on a tout un tas de photographes qui s'éclatent sur des créations. Je crois que vous en avez reçu des artistes qui travaillent avec de l'IA, donc je ne vais pas répéter ce qu'ils ont déjà dit, j'imagine qu'ils ont soutenu leur travail de manière beaucoup plus pertinente que moi. On a également des photographes qui faisaient effectivement de la photo de mode, en s'appuyant sur tout un écosystème, maquillage, décor, stylisme, etc., qui sont passés, et j'ai trouvé votre question intéressante sur la mutation photographe-directeur artistique, qui ont muté vers de la direction artistique en rassemblant sous leur propre personnalité l'ensemble de l'écosystème. Je ne peux que regretter le déclin de tous ces métiers annexes qui participaient à la construction d'une photo. Pour autant, on a des photographes qui ont pris ça en charge, et qui, en photo de mode, propose des photos augmentées par IA, parce que là où je diffère un peu de ta manière de penser, Amélie, c'est que même dans le packshot, même dans la photo de mode, à la base, il faut une photo. En fait, on ne va plus avoir de décor, on ne va plus avoir de stylisme, mais il va quand même falloir à un moment photographier le produit ou photographier le mannequin qui portera le produit dans une certaine position. Donc il reste de la photo, c'est juste qu'elle a évolué, c'est juste que la niche se rétrécit,
Mais on a des photographes qui surfent cette vague-là et qui s'approprient ces outils-là pour en tirer le meilleur. En information, je ne vous cache pas que c'est quelque chose sur lequel la charte d'éthique est très très forte. Et tant dans les rédactions que chez nos photographes photojournalistes, il y a un refus total d'utiliser l'IA générative pour modifier de la photo de presse, quel que soit l'objectif et quel que soit le sujet. Je vais compléter ce que vient de dire Stéphanie, plutôt sur le pan photographie sociale. Il faut savoir que nous, on est clairement sur une adaptation du métier qui est assez forte parce que, en effet, la partie, on va dire, technique prend... non, on va dire que la partie direction artistique, aujourd'hui, prend le pas justement sur toute la partie technique. On nous a facilité, avec l'intelligence artificielle, tout le retraitement d'images, etc. On est en train d'arriver à une situation où, en fait, on fait vivre à nos clients une expérience. C'est-à-dire que ce qu'on met en avant, au-delà de l'image, qui bien sûr est importante, la photographie, ce qui va être livré, le souvenir, ce qu'on met en avant aujourd'hui pour essayer de se différencier et de continuer à faire vivre la photographie sociale, c'est justement toute cette partie d'expérience, de services associés, etc., pour créer, continuer à faire vivre nos studios. Ce qui est important, c'est, je pense, c'est vraiment de remettre au cœur le fait qu'on est sur une captation du réel, de ce qui se passe, d'une expérience, et que aujourd'hui l'intelligence artificielle générative, ce qu'elle produit, alors comme vous le disiez dans le cadre du concours, c'est vrai que ça devient indiscernable et voilà, c'est... excusez-moi, j'ai perdu le cours de ce que je voulais dire. En tout cas, nous, en photographie sociale, ce qui est sûr, c'est vraiment qu'on est sur l'expérience et qu'on essaye d'avoir une offre additionnelle pour que les clients continuent à venir dans les studios. Merci beaucoup. Alors, vous avez appuyé la nécessité de pouvoir clarifier les enjeux juridiques de l'utilisation des œuvres pour l'entraînement des IA et puis les enjeux aussi juridiques d'une meilleure transparence dans la diffusion de ces photographies ou contenus synthétiques. Vous avez fait appel aussi à des suggestions. Vous avez suggéré que des aides à la presse soient conditionnées à ce que ceux qui reçoivent ces aides aient recours au travail des photographes et pas seulement à la génération d'IA. Quelles sont vos discussions actuellement avec ces médias qui utilisent de la photographie professionnelle, qui couvrent des événements, pour pouvoir les inciter à toujours plus vous faire confiance, et comment on pourrait authentifier et aider les responsables publics qui accordent ces aides à la presse à pouvoir bien cerner pour reprendre vos mots, je crois que c'était une part de création humaine pour pouvoir l'apprécier et encourager et ainsi inciter par la livraison des aides à la presse à pouvoir faire confiance toujours aux photographes. L'UPP fait partie d'un groupe de travail, si vous voulez, qui s'appelle les États généraux de la photo. Les États généraux de la photo rassemblent un certain nombre d'acteurs de la photo de création, de la photo soumise aux droits d'auteur, si vous voulez, et notamment des agences de presse et des agences de photo. On a eu une réunion décembre dernier sur le sujet de l'IA, et on s'est interrogé sur le rôle de l'humain dans la photo de presse aujourd'hui, et on s'est dit qu'en fait, sans humain, sans manière de voir le monde, sans réflexion sur une vérité du réel, on ne pouvait plus garantir que les consommateurs de presse soient en prise avec ce qui se passe effectivement dans le monde. On est à nouveau sur un enjeu de démocratie. Le fait d'avoir des photographes, c'est pas juste de la RSE. C'est la garantie que ce qu'on raconte s'est bien passé. Et le rôle de la presse, aujourd'hui, il évolue. Il n'est pas juste de nous ramener des belles images ou des beaux articles. Il est de garantir que ce qui est raconté est vrai. Et c'est le rôle de l'humain aujourd'hui. Et c'est pour ça que les aides à la presse, elles doivent être conditionnées par soit une création humaine, soit un contrôle humain, et où d'ailleurs, c'est qu'on a besoin de s'assurer de la véracité, de l'intégrité des infos qui sont communiquées à nos concitoyens. Est-ce que c'était la réponse que vous...
vous attendiez ou est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Je ne suis pas sûre d'avoir entièrement répondu à votre question. Non, vous l'avez précisé, mais c'est vrai que dans les critères que l'on va avoir, par exemple, pour les aides à la presse, on peut peut-être jusqu'à quantifier quelle est cette création humaine ou ce contrôle humain. Je vous donne un parallèle. Quand on a mis en... Enfin, je reprends, les médias faisaient de plus en plus appel à des créateurs de contenu qui n'étaient pas journalistes. Et donc l'idée a été de conditionner les aides à la presse, en tout cas ça a été proposé, pas forcément finalisé jusqu'au bout, mais de considérer qu'il fallait qu'il y ait une rédaction, qu'il y ait à peu près entre 35 et 40% de journalistes et pas seulement des créateurs de contenu pour pouvoir bénéficier de ces aides à la presse. Et donc ce serait aussi de pouvoir instaurer éventuellement la possibilité d'avoir une quantification du recours à des photographes qui vont sur le terrain, pas seulement pour faire des belles images comme vous voulez, mais pour pouvoir attester de la véracité de ce qui se passe éventuellement dans le monde. Voilà, est-ce qu'il y a des réflexions jusque-là? C'est peut-être technique, mais pour moi c'est essentiel. On commence à s'approcher d'un sujet qui est un peu délicat, qui est celui de la photographie de presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, en France, il reste 500 photographes de presse, ce qui est rien du tout. Pas parce que les photographes ne font plus de photos de presse, mais parce que pour être photographe de presse, il faut tirer 50% de ses revenus de la photo de presse. Aujourd'hui, un quart de page dans un magazine ou dans un journal à grande diffusion, ça vaut entre 15 et 50 euros, suivant le type de photo qu'on apporte. À 15 à 50 euros la photo, vous ne pouvez plus vivre de la presse. Ça veut dire que la plupart des photographes ex de presse, aujourd'hui, sont toujours dans les faits photographes de presse sur une majorité de leur temps, mais sur une majorité de leurs revenus, ils vivent de commandes de clients qui ne sont pas de la presse, mais qui de fait les fait tomber, parce que 50% ne tombent plus de la presse, les fait tomber hors du champ du photographe de presse. Donc l'idée de quantifier le nombre de journalistes, en tout cas pour la photo, de quantifier le nombre de journalistes de presse, de possesseurs de carte de presse, si vous voulez, dans un organe de presse pour toucher les aides, ça me paraît... Enfin, c'est un bon sujet de réflexion, mais je pense que c'est épineux. Sur l'éducation à l'image, c'est-à-dire voilà, dans tout ce grand chantier qui est l'éducation à l'esprit critique pour pouvoir apprécier les informations, que ce soit du texte ou de l'image, vous l'avez mentionné, depuis quelques mois, en fait, il est presque difficile en fait, d'apprécier les différences entre un contenu synthétique et une photographie. Vous avez parlé, voilà, les doigts qui étaient une façon de pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, dans vos réflexions pour pouvoir participer à l'éducation à la lecture de l'image, et pas seulement que pour les plus jeunes, quelles sont les actions que vous entreprenez avec vos adhérents quand les images se ressemblent autant, comment donner les clés de lecture et d'appréciation à l'ensemble des citoyens? Alors nous, on a, en fait, c'est une réflexion sur laquelle on s'est porté il y a déjà 1 an et demi. En fait, on a mis en place un atelier de sensibilisation. Alors là, pour le coup, je vais vous parler de la partie des jeunes, parce que c'est vraiment une action qu'on mène, nous, au quotidien, au sein de la fédération. C'est-à-dire qu'on a mis en place un programme de sensibilisation des jeunes au droit à l'image et à l'esprit critique. Donc, en fait, on a eu un premier programme qui a été diffusé auprès des classes de CM1, CM2. Donc, en fait, ce sont des photographes bénévoles de la fédération. Donc, nous, on finance d'ailleurs tout le programme, les cahiers d'exercice, etc. Les photographes vont dans les écoles partenaires qui acceptent de recevoir le programme. Et en fait, ce sont des ateliers qui durent 45 minutes sur lesquels on sensibilise les jeunes. On a eu plus de 4000 enfants qui ont été formés l'année dernière. Et en fait, on a une demande qui est accrue parce que le corps professoral a besoin justement de traiter ce sujet, mais n'a pas forcément le programme adéquat. Et en fait, on a une demande grandissante pour les 6e, 5e, parce qu'en fait, à l'heure des réseaux sociaux, etc., justement, le problème d'identification de l'image, d'esprit critique, de savoir comment absorber les images qu'ils reçoivent. Donc, en fait, là, on vient de mettre en place le même programme, en y ajoutant notamment la notion de cyberharcèlement, etc., parce que tout
tout ça, on quitte un peu l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, parce que vous pouvez générer des images aussi qui vont porter atteinte à l'intégrité, etc. On va loin, mais donc en fait, ce programme-là, on vient de le réadapter pour les 6e et les 5e. Et en fait, ce sont les photographes adhérents de la fédération qui portent ce programme, parce que nous, on a aussi une grande partie de photographes en photographie sociale qui font la photographie scolaire. Donc on se rend dans les écoles et donc pour le coup c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des entrées dans les écoles pour pouvoir diffuser le message. Donc ça c'est un programme sur lequel on est largement engagé, qui vient d'être labellisé d'ailleurs par le ministère de la Culture au titre du bicentenaire de la photographie. Et l'idée c'est vraiment le droit à l'image, le développement de l'esprit critique et la sensibilisation du jeune consommateur sur les images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Après, pour ce qui concerne les adultes, on travaille, là on va lancer toute une campagne de communication justement pour sensibiliser aussi les adultes sur la photographie, la captation du réel et la différence entre les images de synthèse qui sont générées et la photographie réelle qui part d'une émotion, d'un travail de la lumière, que ce soit de l'image fixe, parce qu'on parle beaucoup de photographie, mais nous, on défend également les droits des vidéastes, et qui au final, c'est de l'image animée, mais ça reste une succession d'images. Et donc voilà, sensibiliser le grand public, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai travail d'information à faire, et j'en parlais tout à l'heure en préambule sur aussi les retouches, l'image de soi, et c'est quelque chose sur lequel on veut agir en tant que fédération pour que les consommateurs puissent prendre conscience de la déformation de la réalité, en fait, qui est induite par l'intelligence artificielle générative. Alors nous, on agit en complément, puisqu'on est plutôt côté entreprise. Et nous, notre sujet, c'est de réaffirmer l'importance de l'image réelle dans la communication. C'est des enjeux de ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui communique, j'en sais rien, une entreprise travail temporaire à nouveau, tiens, qui communique sur son site internet avec des petits personnages modifiés ou qui ne correspondent pas à ses effectifs, versus une entreprise qui met en valeur ses consultants, ses intérimaires, pour montrer à quel point elle est fière d'eux. C'est un vrai enjeu de vivre ensemble pour une entreprise. Une entreprise qui propose une image réelle de ses locaux, de ses salariés, de ses produits, versus une entreprise qui propose des images synthétiques de ses produits, on a un vrai sujet de rapport au réel. Et c'est là où le cœur de problème se situe, à mon sens, c'est cette motivation de tout un chacun à vouloir chercher la vérité dans les images qu'il voit. Chez les jeunes en particulier, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant, c'est qu'ils regardent, ils scrollent sur leur fil Insta, et en fait, ils ne sont pas plus intéressés que ça de savoir si c'est de l'IA ou pas de l'IA. Et au-delà de la qualité de l'IA, le nombre de doigts, c'est complètement dépassé, mais les détails qui nous surprennent et nous font dire on est dedans, on n'est pas dedans, on se rend compte qu'eux, ils ont un peu lâché la rampe, et ils se disent en fait, ils avalent toutes ces images, vraies, pas vraies, sans jamais faire un pas de côté ou un pas en arrière pour se demander est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que le monde réel et le monde dans lequel je vis sur les réseaux sociaux se recoupent ou non ? Et pour moi, l'enjeu, il est là, c'est de permettre à nos jeunes en particulier de garder un pied dans le réel et de se demander à chaque instant si ce qu'ils regardent, c'est la vérité et que ça les intéresse de se dire je veux voir de la vérité et pas un truc créé de toutes pièces dans lequel je vis en 2.0, quoi. Hop, bon, très bien. Nous arrivons, mesdames, merci beaucoup, au terme de notre audition de ce matin. Nous voulons, madame Calvez et moi-même, vous remercier pour les éclairages que vous nous avez apportés sur les professions que vous représentez, n'est-ce pas, et qui sont directement impactées. Bon, il y a quand même une note d'espoir, une note d'optimisme, c'est que vous appropriez ces technologies et que, vous l'avez dit, madame, vous avez même parfois, vous gagnez du temps, que vous pouvez libérer pour la création. C'est une bonne chose. Mais effectivement, la question de la protection des données initiales et du droit effectif à protéger en termes de valeur les photographies qui ont été produites précédemment, elles restent entières. Et nous avons bien compris que vous avez besoin du législateur pour protéger votre profession. Merci beaucoup.